Bonjour et bienvenue sur la chaîne Destins Croisés. Avant de commencer, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi pour que nous puissions continuer à créer des histoires comme celle-ci. C'est parti! Il n'y avait pas de musique dans la salle d'attente, juste le cliquetis des claviers, les soupirs d'impatience et cette odeur neutre de moquette nettoyée au vinaigre. Marc Lefebvre, costume fatigué, tenait serré contre lui une vieille sacoche en cuir. Une main moite agrippée à la lanière, l'autre froissant nerveusement le ticket de passage, numéro B234. Sa gorge était nouée, non pas par la peur, mais par la fatigue. Il n'avait dormi que 3 heures cette nuit-là, entre les devises impayées, le loyer en retard et son fils de 5 ans qui avait fait un cauchemar en criant le nom de sa mère absente depuis 2 ans. Une voix monotone appela, « Monsieur Lefebvre, guichet 4, s'il vous plaît. » Il se leva, le dos voûté par le poids de bien plus qu'une sacoche. En s'approchant du bureau, il croisa une femme élégante dans la file d'attente, qui le regarda à peine. Elle portait un manteau beige, des escarpins sobres et un air distant. Marc n'y prêta pas attention. Il avait autre chose en tête. Derrière le guichet, une conseillère bancaire en tailleur strict l'attendait, visage fermé. Marc lui tendit son dossier, 3 bilans comptables, 2 attestations de charges, une lettre de motivation écrite à la main. Il avait besoin de 25 000 € pour sauver son garage, un petit atelier de mécanique à Montreuil, hérité de son père. Cela faisait 3 mois qu'il enchaînait les refus, BNP, LCL, la banque postale. Il mettait tout son espoir dans cet ultime rendez-vous chez Crédit Mutuel. La conseillère feuilleta les papiers avec une lenteur déconcertante. Tapota 2 fois sur son clavier. Soupira. Et annonça, d'une voix parfaitement robotique. Malheureusement, Monsieur Lefebvre, votre dossier ne remplit pas les conditions d'octroi. Votre chiffre d'affaires est trop instable et vos charges trop élevées. Marc resta figé. Il sentit le sang quitter ses joues. J'ai un enfant. Je n'ai plus d'autres options. Elle haussa légèrement les sourcils, puis répondit simplement. Je suis désolé, ce sont les directives. Vous pouvez faire appel si vous le souhaitez. Il se leva lentement, les mains tremblantes, la gorge sèche. Dans la salle d'attente, personne ne détourna le regard. Sauf une personne. La femme en manteau beige. Elle avait tout entendu. Son regard avait changé, il n'était plus distant, mais attentif. Alors qu'il passait devant elle, elle le suivit des yeux, puis d'un pas déterminé, quitta la file et le rattrapa à la sortie du bâtiment. « Excusez-moi, monsieur. Je sais que ça ne se fait pas, mais j'ai entendu. » Marc se retourna, méfiant. « Et alors? Vous êtes journaliste? Assistante sociale? » Ni l'un ni l'autre. « Je m'appelle Claire Morel. Et, je pourrais peut-être vous aider. » Il haussa un sourcil. Elle poursuivit. « Combien vous faut-il? » « Pardon? Je vous demande combien il vous faut. Pour sauver votre entreprise. » Il la regarda avec suspicion. Une inconnue, dans un quartier d'affaires à Paris, qui sort d'un bureau de banque et propose son aide comme ça? C'était trop beau pour être vrai. « Ce n'est pas vos affaires, madame. Vous avez peut-être raison. Mais je ne peux pas faire semblant de ne pas vous avoir vu. Et surtout, de ne pas me reconnaître en vous. » Marc fronça les sourcils. Claire soupira. « Il y a 15 ans, j'étais à votre place. Fauché. Seul? Je venais de tout perdre. Et personne n'a voulu m'aider. Si aujourd'hui je peux tendre la main à quelqu'un d'autre, je le fais. C'est aussi simple que ça. » Un silence s'installa entre eux. Puis elle ajouta calmement. « Si vous êtes prêt à m'en parler, je vous invite à prendre un café. Juste un café. Pas d'engagement, pas d'attente. » Marc hésita. Il pensa à Hugo, son fils, à la promesse qu'il s'était faite d'acheter des gaufres ce soir. À son père, qui lui avait dit avant de mourir, ne refuse jamais une main tendue, mais assure-toi d'abord qu'elle n'est pas vide. Il acquiesça lentement. Un café, alors. Mais je ne vous dois rien. Parfait. Je n'aime pas les dettes, moi non plus. Ils marchèrent ensemble vers une petite brasserie de quartier, où le serveur les accueillit avec un sourire sincère.
Claire commanda un café crème. Marc, un noir serré. Et pendant qu'il posait sa sacoche sur la banquette, il comprit que quelque chose venait de changer. Il ne savait pas encore si c'était une chance, un piège ou un miracle. Mais pour la première fois depuis des mois, il ressentit un filet d'espoir. La brasserie était presque vide. Un vieux couple lisait Le Parisien à une table près de la vitrine. Une serveuse effaçait mécaniquement les traces de tasses sur une table voisine. Marc s'assit en face de Claire, toujours aussi méfiant. Il gardait sa sacoche contre lui, comme s'il craignait qu'on vienne encore lui arracher un morceau de dignité. Claire, elle, était parfaitement calme. Elle croisa les jambes, prit une gorgée de son café crème, puis plongea son regard dans celui de Marc. « Racontez-moi. Pas votre pitch de banque, pas la version polie. Racontez-moi la vérité. » Marc s'humecta les lèvres. Il n'avait pas prévu de parler. Et pourtant, le garage, c'était celui de mon père. Il l'a ouvert en 1982. C'était pas grand-chose. 2 ponts hydrauliques, un compresseur. On faisait tout, plaquettes de frein, vidange, même les pneus. Pas pour devenir riche, mais pour vivre honnêtement. Quand il est mort, j'ai repris. Mais les charges, les taxes, la concurrence. Il haussa les épaules. J'ai tenu 3 ans. Puis ma compagne est partie. J'ai gardé Hugo. Et depuis, je fais ce que je peux. Mais là, je suis au bout. Claire écoutait en silence. Elle ne l'interrompait pas. Elle ne hochait même pas la tête mécaniquement, comme le faisaient les assistantes sociales. Elle l'écoutait pour de vrai. Marc continua, d'un ton plus bas. « Mon fils? Il est ce que j'ai de plus précieux. Il ne comprend pas pourquoi je ne peux pas lui acheter une nouvelle paire de chaussures. Il me dit, « Papa, je peux garder celle avec le trou, c'est pas grave. » Et ça me détruit. J'ai besoin que mon garage reparte. Pas pour faire fortune. Juste pour qu'il puisse avoir un goûter normal à l'école. Claire posa sa tasse. « Est-ce que vous avez un business plan? » J'en avais un. Mais les banques m'ont ri au nez. Trop risqué. Trop instable. Trop petit. Elle sourit légèrement. C'est amusant. Moi, on m'a dit que ma boîte était trop utopique, pas réaliste, trop féminine. Aujourd'hui, je suis à la tête de 3 filiales, 80 employés, et je reçois des mails de ceux qui me refusaient des prêts. Marc ouvrit grand les yeux. Vous êtes dans quoi, exactement? Logiciel pour la santé publique. J'ai commencé dans une chambre de bonne, avec un ordinateur d'occasion. Et une rage froide contre le système. Il baissa les yeux, murmurant. Vous êtes riche. Je suis libre. Et j'ai décidé d'aider. Je ne le fais pas souvent, mais là, quelque chose me dit que vous êtes différent. Marc la regarda. Il hésitait encore. Vous attendez quoi de moi? Une reconnaissance publique? Mon silence? Une part du garage? Claire se pencha légèrement. J'attends que vous me montriez le garage. Rien de plus. Un quart d'heure plus tard, ils étaient en route. Dans le RER A, direction Montreuil. Marc sentait tous les regards posés sur Claire. Elle détonnait. Sa montre, son manteau, ses bottines, rien n'était ostentatoire, mais tout criait, elle n'est pas d'ici. En descendant à Croix de Chavaux, Marc murmura. Vous êtes sûr? C'est pas un quartier pour les dames comme vous. Claire répondit, sourire aux lèvres. Peut-être que les dames comme moi devraient venir ici plus souvent. Le garage de Marc ressemblait à un survivant d'une autre époque. Enseigne délavée, portail en fer rouillé, peinture écaillée. À l'intérieur, des outils d'un autre âge, un vieux calendrier de 2019 et l'odeur familière d'huile moteur. Claire fit lentement le tour, inspectant tout. Elle posa des questions précises. Combien coûte une remise aux normes? Le local est-il à vous? Quelle est votre clientèle moyenne? Marc répondait, surpris par sa précision. Ce n'était pas une rêveuse. Elle comprenait les affaires. Et elle comprenait les gens.
Enfin, elle s'arrêta devant un coin où un petit lit pliant était caché sous une bâche. « C'est ici que vous dormez parfois? » « Quand je n'ai pas les moyens de mettre de l'essence pour rentrer. » Elle ne fit aucun commentaire. Elle sortit un carnet de notes, griffonna quelque chose et déclara « Je vais investir. » Marc recula d'un pas. « Non? Pas comme ça. Je ne veux pas d'aumône. Ce n'est pas une aumône. Je vous propose un partenariat. Je mets l'argent, vous mettez votre savoir-faire. On remet ce lieu sur pied ensemble. Et dans 5 ans, je vous revends mes parts pour 1 euro. Si vous le souhaitez. » Marc était sidéré. Rien dans sa vie ne l'avait préparé à ce genre de proposition. Pourquoi moi? Parce que j'aurais aimé, il y a 15 ans, que quelqu'un me tende la main comme ça. Il ne répondit pas. Mais il savait déjà. Cette femme allait changer sa vie. Le lendemain, les travaux commençaient. Claire n'avait pas attendu. Une camionnette arriva dès 8 heures, transportant une équipe de 3 ouvriers spécialisés en rénovation. Tous discrets, efficaces, embauchés en direct par l'un de ses gestionnaires. Ils commencèrent par le toit fuite, tuiles, isolation. Ensuite, l'électricité. Puis la façade. Marc les regardait travailler comme on observe une tornade bienveillante, impressionné, dépassé, mais étrangement soulagé. Pendant ce temps, Claire gérait tout. Elle se montrait peu, mais restait présente, appels, messages, suivis. Elle avait même engagé un petit cabinet d'experts comptables pour remettre à plat les finances du garage. Et surtout, elle ne demandait rien en retour. Juste une réunion hebdomadaire pour suivre ensemble l'évolution. Leur premier échange se fit dans un café à Vincennes, autour d'un simple croissant. J'ai analysé les données. Le quartier se gentrifie, les voitures électriques augmentent. Vous devez proposer une expertise batterie. Je sais rien des voitures électriques. Alors on va vous former. Marc n'en revenait pas. Il sentait que son monde changeait. Non pas qu'on lui offrait une vie dorée, mais qu'on lui redonnait les moyens d'avancer. Et ce sentiment était nouveau. Inconfortable parfois. Mais terriblement motivant. En quelques semaines, le garage changea de visage. Une nouvelle enseigne, un espace client propre et lumineux, du matériel neuf. Le bouche à oreille fit le reste. Des anciens clients revinrent, intrigués. De nouveaux curieux passèrent par là, séduits par la modernité inattendue d'un lieu qu'ils croyaient condamné. Mais le succès, même modeste, attire toujours les regards. Et bientôt, les langues se délièrent. Au bar tabac du coin, on chuchotait. « Tu sais que Marc, là, il a une mécène? Une riche qu'il a pris sous son aile. Tu veux dire sous son oreiller? Bah, il faut bien payer les rénovations, non? » Le plus virulent fut un garagiste concurrent à Bagnolet, Patrick Dumas, la cinquantaine bruyante, qui voyait en Marc une menace directe. Un matin, il débarqua au garage, sarcasme en bandoulière. « Alors, on joue dans la cour des grands maintenant? C'est facile quand on a une sugar mama. » Marc le repoussa poliment mais fermement. Mais l'idée avait déjà germé dans l'esprit de certains, et si ce garage n'était plus un atelier honnête, mais le jouet d'une riche fantasque? Et lui, juste une marionnette? Marc tenta d'ignorer les bruits. Mais il rongeait. Plus que cela, il réveillait ses complexes. Sa peur d'être moins que. Moins éduqué. Moins riche. Moins légitime. Parfois, le soir, quand Hugo dormait, il s'asseyait seul dans l'atelier, se demandant « Est-ce que je mérite vraiment tout ça? Ou est-ce juste une erreur de casting? » Et puis il y avait Hugo. L'enfant adorait Claire. Elle lui avait offert une petite boîte à outils en plastique pour faire comme papa. Elle l'emmenait parfois au square, lui racontait des histoires. Un soir, Hugo demanda à Marc « Claire, c'est ta copine? » Marc sourit. « C'est une amie. Une amie très gentille. » Mais au fond de lui, il savait. Ce n'était plus juste une collaboration. Pas pour lui. Et peut-être plus non plus pour elle. Une semaine plus tard, l'inauguration officielle du nouveau garage fut organisée.
Pas d'énormes banderoles ni de discours pompeux. Juste des voisins, quelques clients fidèles, un food truck avec des crêpes et de la musique. Claire avait insisté. Ce n'est pas pour moi. C'est pour eux. Pour ceux qui ont cru en toi, même en silence. Tout le monde semblait heureux. Sauf une personne. De l'autre côté de la rue, garée dans une berline noire immatriculée 75, une silhouette observait. Manteau sombre, lunettes noires. Discrète mais fixe. Claire l'avait vue. Elle savait exactement qui c'était. Et ce que ça voulait dire. Elle disparut discrètement de la fête. Marc ne remarqua son absence qu'après coup. Il la retrouva dehors, assise sur un muret, le regard perdu. « Tout va bien ?» Elle hésita. Il est revenu. « Qui ?»« Mon ex-associé. Mon ex-compagnon. Celui que j'ai fui. Celui qui pense que tout ce que je touche lui appartient. » Marc blêmit. « Tu crois qu'il va ?» Il ne menace jamais. Il agit. Et je sens que ce garage, toi, Hugo, tu es en danger maintenant. Le succès avait un prix. Et Claire n'avait pas encore révélé toutes ses blessures. Claire n'était plus aussi sereine. Depuis qu'elle avait reconnu cette voiture noire garée en face du garage, elle avait cessé de sourire comme avant. Marc, lui, ne comprenait pas tout, mais il savait reconnaître la peur quand il la voyait dans les yeux d'une femme forte. Et Claire était fort indéniablement, mais là, elle vacillait. 2 jours plus tard, alors qu'il fermait le garage pour la pause déjeuner, Marc reçut une visite. L'homme portait un trench impeccable, une barbe parfaitement taillée, une montre à 5 chiffres et un regard d'acier. Il ne se présenta pas. Il n'en avait pas besoin. Claire avait décrit son ex-compagnon comme dangereux, charismatique et persuadé d'avoir des droits sur moi. L'homme regarda autour de lui comme un inspecteur évalue une scène de crime. Puis il s'adressa à Marc d'un ton posé, presque poli. « Bel établissement. »« Vraiment. »« Pas mal, pour un mécano de banlieue. »« Vous êtes ?» »« Disons que je suis un ancien partenaire de Claire. »« Affaire ?» »« Et un peu plus. Je viens juste voir ce qu'elle fait de mon argent. » Marc sentit son sang bouillir. Elle a monté ce projet seule. Elle vous doit rien. C'est là que vous vous trompez. Elle me doit tout. Sa carrière, son lancement, sa protection pendant des années. Et maintenant, elle joue à la philanthrope? À vivre avec des ouvriers? C'est ridicule. Marc serra les poings. Elle est libre. Et vous n'avez rien à faire ici. L'homme sourit. Un sourire glacial. Vous croyez? Et si je vous disais que je peux faire fermer ce garage d'un coup de fil? Une fausse inspection des services sanitaires, un redressement fiscal, une plainte pour nuisance. Vous tiendrez combien de temps? Marc ne répondit pas. Il savait que l'homme disait vrai. Le pouvoir, c'était aussi la capacité de nuire sans jamais se salir les mains. Le soir, il retrouva Claire chez elle. Elle vivait dans un appartement sobre mais élégant à Saint-Mandé. Hugo jouait sur le tapis avec un coffret de Lego qu'elle lui avait offert. Claire avait le regard vide. « Il est venu ?» demanda-t-elle sans même lever les yeux. « Oui. » « Et il a menacé. » Pas directement. Mais, clairement. Claire inspira profondément. « Je dois faire quelque chose. Je dois parler. » Parler à qui? À tout le monde. Le lendemain, Claire publia une lettre ouverte sur LinkedIn et sur son site d'entreprise. Un long texte, simple, sincère, brut. Elle y racontait son passé, l'homme manipulateur, les années de silence, les menaces, les pressions. Elle révélait comment elle avait tout reconstruit seule et pourquoi elle avait choisi d'aider un homme comme Marc, parce qu'il me rappelle qui j'étais et qui j'aurais pu rester si personne ne m'avait tendu la main. Le texte devint viral. En 48 heures, il fut partagé plus de 80 000 fois. Les médias en parlèrent. Des femmes lui écrivirent pour la remercier. D'anciens collègues avouèrent leur admiration. Quant à l'homme à la berline noire, il disparut. Probablement pour de bon.
L'opinion publique étant contre lui, il avait perdu ce qu'il valorisait le plus, le contrôle. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Quelques mois plus tard, Marc et Claire participèrent à une table ronde sur l'entrepreneuriat solidaire. Ils racontèrent leur histoire. Marc parla de son fils, de son garage, de ses doutes. Claire parla de confiance, d'égalité, de renaissance. Ils ne s'embrassèrent pas devant les caméras. Mais tout le monde voyait ce qu'il y avait entre eux. Et un soir, alors que l'atelier était enfin fermé pour la journée, Marc retrouva Claire et Hugo dans le parc juste à côté. Il s'assit sur le banc. Hugo s'endormit sur ses genoux. Claire sourit. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle. « D'avoir accepté ce café avec une inconnue ?» Il sourit à son tour. Pas une seconde. Quelques mois plus tard, ils ouvrirent une seconde adresse, à Bagnolet. Puis une troisième à Pantin. Mais surtout, ils devinrent une famille. Parce qu'un refus à un guichet bancaire peut détruire un homme. Mais un regard bienveillant dans une file d'attente peut le sauver.